Pour la Fnac, en fait, qui a un grand succès déjà sur le e-commerce, je crois que ça représente 17% du chiffre d'affaires global, à peu près du chiffre global de la Fnac, 600 millions à peu près sur le e-commerce. Comment derrière la Fnac a pu s'organiser pour faire cette transformation? Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on disait que la Fnac était un peu morte et aujourd'hui elle rebondit d'une manière absolument incroyable. Donc comment elle a pu créer sa marketplace? En fait, la décision de... Quel est le résultat? Mais 17%, je ne me rends pas compte, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça représente combien en chiffre d'affaires? 600 millions. 600 millions, tu l'as dit. Pardon, je n'ai pas entendu. D'accord. Donc non, la décision s'est imposée assez naturellement en fait, pour la Fnac de lancer sa marketplace. Ça date de 2008-2009. Et en fait, la marketplace, pour répondre également à la première question, c'est que du plus pour le client. Pourquoi? Parce que c'est plus d'offres, plus de largeur de gamme, plus de catégories de produits disponibles, plus de prix. Donc voilà, c'est un vrai plus pour le client. Donc, si on ramène ça à l'époque où on a lancé notre marketplace, donc en 2009, la décision a été assez simple parce que finalement, ce qu'on recherchait, c'était d'apporter encore plus de services et d'offres à nos clients sur le site fnac.com. Et aujourd'hui en magasin, puisqu'on peut retrouver aussi les offres marketplace sur les interfaces magasins à la Fnac. Et alors, quel a été le frein majeur en fait pour développer cette marketplace qui a dû faire hurler beaucoup de gens? Parce que les vendeurs de la Fnac, on ne peut pas dire que ce soit forcément les plus quoi? Joyeux. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas rentré dans une Fnac. Moi, je suis allé l'autre jour. Il y a quelques semaines. Il y en a une pas très loin, je vous encourage à y aller. Il y en a encore, il y a quelques réfractaires. Mais non, il n'y a pas eu de frein majeur. C'est comme tout, quand on apporte de la nouveauté, il faut simplement l'expliquer. Donc ça a nécessité effectivement une chose, c'est de la pédagogie. Voilà. Je ne vais pas parler de frein, je pourrais vous en parler si on en avait eu des majeurs, mais ça a surtout été beaucoup de pédagogie. On va venir, donc tu es un manager heureux? Je suis très content. D'accord. Oui. Avec M. Bompard, on ne peut être qu'heureux. Alors, Franciane Crandall, international manager chez Vivarte, alors l'un des leaders de la distribution du prêt-à-porter, des chaussures, 2,6 milliards de chiffre d'affaires, c'est ça? 15 enseignes, les principales pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Dans la chaussure Minelli, San Marina, André, c'est l'origine du groupe. C'est que des femmes qui sont clientes. Et dans le textile, Carole, Naf, Koukaï, Chevignon. Marketplace chez vous, c'est quoi? Ça se traduit comment? Alors Marketplace, aujourd'hui en fait on est à l'étude, donc moi je suis... D'accord, tu es au début de l'histoire là. Voilà, et puis nous on n'est pas encore, ça viendra peut-être, mais aujourd'hui, enfin, non, ça ne viendra pas, ou pas en tout cas sous cette forme. On ne va pas créer notre marketplace. Nous, aujourd'hui, on étudie en fait comment et pourquoi aller sur des marketplaces. Et en ce qui me concerne, notamment dans le cadre de notre stratégie internationale et digitale. Donc tu te poses la question, tu dis finalement qu'est-ce que ça va nous apporter? Exactement. D'accord. Exactement, moi je suis convaincue qu'il faut y aller parce que ça va apporter effectivement plus de visibilité pour nos marques, donc c'est une acquisition de notoriété. Et après, effectivement, je m'aperçois qu'il y a différents modèles. Donc pour répondre à ta question d'une autre façon, puisque je suis pas dans le cas, on n'est pas nous dans le cas de la Fnac, on crée notre marketplace, on n'est pas des multimarques, donc on vend nos propres produits à nos propres marques. Pour une autre définition simpliste, pourrait être c'est comparable en fait à de l'affiliation dans un réseau de retailers classiques, version digitale. Donc il y a quelques petites différences. C'est que à la différence d'un magasin en affiliation, là en fait on assure nous le service d'expédition. Donc tu dis finalement client. Ça existe déjà, pourquoi on va se lancer dans cette aventure? Pour l'instant tu te poses des questions. Non, si, je pense qu'il faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. Mais tu connais pas vraiment le modèle, comment y aller? Si, mais c'est un peu plus compliqué que ça, il y a d'autres enjeux. D'accord, on reviendra sur les enjeux. Frédéric Moss, La Redoute. Donc Frédéric Moss, donc jeune responsable marketplace. C'est quoi le job d'un responsable marketplace? Vous vous levez le matin, vous allez faire votre jogging et après?
Tu ne pouvais pas mieux commencer. Déjà, je suis ravi parce que ça fait 3 ans que je courtise Vivarte et apparemment, c'est bon, ils arrivent. Donc, merci beaucoup, c'est une Donc bonne nouvelle. Vivarte va aller à la Redoute. C'est une super bonne nouvelle. Ouais. Donc tout ça, ça se fait sur scène, en live, c'est génial. Voilà. La journée d'un manager... D'un responsable marketplace, c'est quoi le job finalement? Le job, c'est un patron de business unit. En tout cas, chez nous, c'est une vraie business unit. On a tous les corps de métier. On a de l'IT, on a du commerce, on a du marketing. Je dirais que c'est gérer sa propre entreprise. À la Redoute, en tout cas, c'est gérer une start-up. Au sein de la Redoute, c'est quelque chose qui a un peu changé la manière de réfléchir et qui transforme un peu les organisations parce que ça vient se faire poser des questions. On se connaît bien avec Alain, on échange assez souvent là-dessus. Et c'est vrai que la marketplace, elle vient un peu se faire poser des bonnes questions par rapport au e-commerce. Ouais, lesquelles, par exemple? La structure d'une centrale d'achat. Quand on parlait de freins, il peut y avoir des freins, notamment en interne, qui sont les plus gros freins en général, sur est-ce que ça va venir cannibaliser ce que je sais très bien faire? Est-ce que ça va venir apporter un plus? Comment est-ce qu'on s'organise ensuite? Et nous, à la Redoute, en tout cas, ça nous a aidé à progresser là-dessus. Et au fur et à mesure, l'organisation a évolué. Donc c'est complémentaire du site e-commerce? C'est le même site, hein, c'est exactement la même chose. Hein, on rajoute de l'offre, du service et du choix à nos clientes. Alors après, il faut le raisonner. D'accord. Chiffre d'affaires de la Redoute aujourd'hui, globalement? Quelques centaines de millions d'euros. D'accord. La marketplace, elle génère combien? 15 à 20%. 15 à 20%, c'est perçu comment par le reste du groupe, par les autres directions? Très bien maintenant. Bien maintenant. Tant est que la marketplace maintenant est intégrée, je dirais, à tous les dispositifs. Ce qui était vraiment une structure ad hoc à son démarrage, maintenant fait partie intégrante de l'offre Redoute et de l'animation Redoute. À savoir qu'on a quand même une stratégie qui est un tout petit peu différente des autres marketplaces, c'est qu'on a une stratégie très sélective. Notre marketplace est sélective. C'est-à-dire qu'on a eu essuyé les plâtres, ce que vont connaître beaucoup de marketplaces dans les prochains temps qui se lancent. C'est facile de créer de la croissance en recrutant. On recrute des vendeurs. D'accord. Des vendeurs, des marchands, des partenaires. Après, on est confronté rapidement à pas mal de problèmes. Nous, ça nous a forcé, je dirais, comme on est un peu vieux. C'est quoi les problèmes auxquels vous êtes confrontés? Les problèmes, c'est gérer toute cette offre, garder une lisibilité sur votre site. C'est de la ressource humaine derrière. Ouais. Et c'est organiser après son business avec transférer en tout cas une partie de votre relation à votre client. C'est quand même, on dépense tous des millions là-dedans, à des tiers. D'accord. Donc il faut... Comment ça se passe à la FNAC justement? Vous avez les mêmes problèmes? Vous avez rencontré les mêmes... Oui, les problématiques sont assez similaires. L'enjeu, c'est de s'assurer que les partenaires qu'on permet d'intégrer sur le site aient une qualité de service qui soit à la hauteur de ce que votre marque exige. D'accord. Donc voilà, il faut être effectivement très regardant. Après, c'est l'avantage aussi d'une marketplace, c'est que le meilleur marqueur, c'est le client. Chaque fois qu'une transaction a lieu sur une marketplace, elle donne lieu à une notation du vendeur par le client. Si un vendeur multiplie les mauvaises notations, les transactions déceptives, eh bien, il aura vocation à ne pas rester sur le site. Alors, Alain Testa, patron du marketing digital Bonobo. Donc, Bonobo, filiale du groupe Beaumanoir, marque de jeans, 315 magasins en France, je le précise. Donc, vous dites, oui, il y a plus à gagner qu'à perdre en étant dans une marketplace. Pourquoi? Alors, et je suis en charge aussi des partenariats digitaux sur les marques du groupe. D'accord, donc à vous entendre, toutes les marques, toutes les enseignes devraient y aller. Toutes les enseignes devraient créer leur marketplace. C'est ça? Pas forcément créer, mais s'associer ou distribuer son offre sur des marketplaces. Pour moi, c'est vraiment un canal supplémentaire de distribution de nos produits. Oui. Alors, l'expérience qu'on a aujourd'hui, alors je prends plutôt ma casquette Bonobo parce que on a plus d'expérience en plus sur les partenariats digitaux où entre autres d'être sur la Redoute, on est sur les autres marketplaces français. Et là, on passe sur une échelle européenne, Amazon et Zalando pour les citer. Et ça accompagne aussi la stratégie de développement de la marque où on passe aussi sur une échelle européenne internationale. Et donc, le marketplace, il est aussi un accélérateur de notoriété, de connaissance de marché sur lequel on n'est pas encore forcément implanté. La marque perd pas son âme? La marque perd pas du tout son âme. On maîtrise notre distribution, les prix sont comparables. C'est évidemment pas gratuit. Parce que Franciane, c'est idyllique. Hein, quand on les entend. Hein. Tu adhères à 100% à ce qu'il vient de dire? D'accord. Tu voulais réagir sur? T'as oublié? Non, c'est vrai que c'est un canal, c'est vraiment une opportunité, c'est un nouveau canal de distribution. Sur la partie prix, justement, on reste maître de nos prix puisque le stock nous appartient. Donc pour moi, le prix n'est pas un sujet. Enfin, en tout cas, nous, on fait nos politiques de prix. Après, la qualité de service, effectivement, est différente et surtout,
les différents opérateurs aujourd'hui ne proposent pas les mêmes services. Donc, il y a différentes vitesses de marketplace, en quelque sorte. Il y a la vraie marketplace où c'est la marque qui doit assurer tous les services de livraison et de service client. Et puis, il y a certains opérateurs qui proposent aussi de livrer et de s'occuper des services clients. Donc, ça fait partie des enjeux sur lesquels on réfléchit selon qu'on est capable de le faire ou pas en interne. Et le dernier enjeu, quand même, c'est que, comme pour de l'affiliation, la base de données, in fine, même si... Elle reste chez toi. Non, elle reste chez la marketplace, enfin chez l'opérateur. D'accord. Frédéric Moss, la donnée, elle reste chez vous, à la Redoute, c'est vous qui... Alors, la donnée, non. La donnée qui reste chez nous, c'est l'adresse mail. Après, de plus en plus, et ce qu'on fait avec Bonobo et avec tous nos partenaires, c'est qu'on partage énormément de data pour faire progresser le business. Donc, oui, mais juridiquement, la base de données vous appartient. Oui, elle nous appartient, mais on la travaille conjointement. C'est-à-dire que toutes les opérations qu'on va pouvoir mettre en place ensemble, l'analyse de comment se comporte notre cliente versus avec vos marques ou avec votre marque, c'est travailler conjointement. Nous, le pari qu'on a fait justement, c'est de ne pas recruter énormément, c'est d'accueillir les marques dans un univers assez protégé. Ça nous permet de travailler beaucoup plus en profondeur avec chacune des marques. Pour faire un parallèle, hein, Amazon, je crois qu'ils ont 2 millions de marchands. Nous, on en a 400 réunis sur nos univers. Ce qui nous permet vraiment avec l'équipe, et on a dû aussi trouver d'autres moyens pour créer notre croissance en arrêtant un recrutement excessif. Donc, enfin, on peut en parler, nous, on monte des campagnes assez souvent, on essaye de coller le maximum à ce qui peut se faire à l'actualité sur Redoute et autres, pour proposer, pour développer le chiffre d'affaires de nos partenaires au sein de notre plateforme. Mais l'adresse mail reste chez nous. Aujourd'hui, la Redoute n'est pas internationale. La Redoute, si, la Redoute est internationale. La 1er marketplace n'est pas internationale. La Redoute est plus qu'internationale parce qu'on a 27 filiales. Et la marketplace et un .com. a vocation à devenir internationale. Tout à fait, tout à fait. Début 2017. Allez, Philippe Leurtel va nous recadrer tout ça. Non, mais c'est là où on voit qu'il y a tout le monde se gribouille sur les histoires des data. Encore, on en parle depuis 2 jours. À qui appartient la data? Mais c'est vrai que donc c'est le sujet de fond. Et là, en effet, il faut que chacune des sociétés soit claire là-dessus. À qui appartient quoi, combien de temps, comment. Et c'est là où tout le monde va se battre. Hein. C'est où va être nichée la data au final. Alors, c'est tout ce que tu as à nous dire? Oui, pour l'instant, oui. Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre sur la marketplace? Les perspectives d'avenir? Non, marketplace, moi je la vois plutôt. Je suis un peu obsédé avec Philippe là, de les mettre en place dans les centres commerciaux, dans les lieux de commerce. Attends, bouge pas. Parce que là, sur les marketplaces géolocalisés, les centres commerciaux. Philippe mais Là, c'est très intéressant, on parle des marketplaces virtuels, mais le vrai sujet, c'est comment est-ce que je permets à mon client d'avoir accès à la même offre sur les lieux physiques. Donc les centres commerciaux, on essaye avec Philippe d'en parler, mais personne ne veut nous entendre. S'il y a des bailleurs qui lèvent le doigt, mais mais les bailleurs aujourd'hui ont très peur de la marketplace géolocalisée physique. On la voit peu, on le regrette profondément. Alors ça tombe bien, j'en ai un sous la main, un bailleur là, directeur général de Bouygues Immobilier Retail, Benoît Dantec. Donc ça te fait sourire ce petit pic de Philippe Leurtel que tu connais bien en plus? Non, ça me fait sourire, mais d'abord c'est un sourire complice avec Philippe. Non, au risque d'être un peu provoquant, pour moi, la marketplace virtuelle, c'est Yahoo, Google, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas... là, c'est un département de store virtuel. On rentre pas dans un centre commercial, on est rentré au printemps, Galerie Lafayette ou dans un très grand multimarque. Mais la marketplace universelle, c'est le moteur de recherche. Et je pense que les gens qui ont initié ces modèles-là ne se sont pas trompés. Tout à fait. Oui, tout à fait. Vous avez le droit de vous exprimer. Hein. Ouais. Allez, Frédéric. Pas complètement. Après, oui, effectivement. Mais après, on parle de commerce. Pourquoi pas complètement? À la fin du commerce, l'encaissement, il se passe chez quelqu'un. Effectivement, ça se passe chez nous. On est des spécialistes. Là, on parlerait plutôt d'Amazon, effectivement. Amazon, oui, qui est un moteur de recherche. Mais chez nous, on est des e-commerçants, on est des commerçants. On propose des services spécifiques. C'est notre métier. Donc, voilà, à la limite, OK. Nous avons la Banque Accor à côté. Il y a Beaumanoir qui faudrait... Oui, Beaumanoir, puis Beaumanoir, et puis ensuite la Banque Accor qui vont réagir parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont soulevés là et on n'a que quelques minutes pour les boucler. Allez, on y va. Je vais faire très vite, je pense au stock physique et aux commerçants physiques qui peuvent avoir peur des marketplaces justement. Il faut quand même savoir que
Aujourd'hui, le coût du transport est assez exorbitant par rapport à une distribution wholesale ou retail. Et donc le consommateur le paye de toute façon à un moment ou à un autre. Il le paye dans son acte d'achat, il a son coût de transport, il a même son coût de retour dedans souvent. Et finalement, la meilleure façon de ne pas faire peur aux commerçants, c'est ce qui se passe déjà un peu partout, c'est le click and collect. Donc si le client, à un moment, il faut qu'il aille chercher son produit quelque part, si on livre dans un réseau physique, eh ben, on va réussir à faire quelque chose de bien, à recréer du contact entre la marque, le magasin physique et le client pour un prix qui sera à l'avantage du client. Benoît Dantec, Bouygues Immobilier, qui est pas tout à fait d'accord. Non, je suis plutôt d'accord avec ce qui vient de se dire. Alors, la conviction que nous avons en ce qui nous concerne dans l'élaboration de nos produits, c'est que le commerce de demain va se jouer sur deux polarités. C'est-à-dire, soit on est dans un univers pratique, soit on est dans un univers fantastique. Les deux vont cohabiter, etc. La difficulté va être pour celui qui sera ni pratique ni fantastique. Là, la vie va être difficile parce qu'effectivement, les marketplaces, le digital, va pouvoir rassembler ce truc-là parce que la shopping expérience, le côté fantastique d'une marketplace ne déplacera jamais la diagonale d'un écran. Et c'est assez court comme expérience client. Alors là, au niveau du débat, c'est un peu stratosphérique pour moi. Alors, pour recentrer le débat, j'aimerais que Régine Van Hems, présidente de l'Observatoire qui observe le multicanal, les réseaux sociaux, le commerce connecté, etc. Régine, là, au niveau de notre débat, qu'est-ce qu'il faut J'aime beaucoup cette notion d'univers pratique et fantastique. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'on va avoir deux types. Enfin, on a des multiplicités de trajectoires aujourd'hui, mais l'univers pratique où l'objectif c'est d'aller le plus vite possible, de récupérer très rapidement un bien peu impliquant, et l'univers fantastique, on va nous faire rêver à différents endroits. Mais qu'est-ce que vous entendez par fantastique en fait? Je me suis posé la question. Fantastique, je vais prendre un exemple volontairement un peu fort, c'est-à-dire que c'est fabuleux d'aller acheter des M&M's à Londres dans M&M's World, c'est fabuleux d'aller dans un Apple Store, d'aller dans une boutique Nespresso chercher des capsules, c'est pratique d'acheter des M&M's dans une station Total pendant qu'on fait le plein. Maintenant, si vous voulez l'expérience vraiment in between, c'est la galerie marchande de 30 boutiques au 3e rond-point à la sortie de la ville qui vous présente Pimki, Camailleux, Célio pour mode 1, 2, 3 avec un plafond à 3,50 en aile de mouette ou en diamant. Le côté shopping expérience, il est assez limité. Et le côté pratique, se faire 40 minutes de bagnole, des bouchons, machin, le côté pratique, il n'est pas là non plus. Voilà. Ouais. Alors avec l'omnicanal, on voit que les points de contact se rapprochent du parcours de vie du client. C'est vraiment les points de contact qui vont vers le client. On le voit, on a de plus en plus de commerces dans les gares. Ça, c'est pour les achats pratiques. Alors que le détour, le client acceptera de faire un détour de son parcours de vie pour vivre véritablement une expérience fantastique. Et je vous rejoins, mais alors complètement. Ce qui va poser des problèmes donc d'arbitrage dans les commerces physiques où beaucoup de friches se préparent en périphérie et en centre-ville. D'accord. Donc, en conclusion, mon cher Philippe, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? En fait, il n'y a pas de modèle exact, puisque Vivart va proposer quelque chose un jour. La Fnac a fait un circuit intégré. La Redoute essaye quelque chose, puisqu'en fait, le résultat n'est pas encore... On fait un peu plus qu'essayer là, oui, ça fait 6 ans. On essaye, mais c'est pas encore fini. Il est sympa. On a une des plus grosses marketplaces de France, mais bon, on valide l'essai, on va dire. On valide l'essai, voilà. Je préfère ça parce que c'est pas encore consolidé. Non, mais il faut être réaliste, il faut regarder les comptes. Je connais les comptes. C'est bien payé un responsable marketplace? Pas assez. Pas assez. Alain Testa? Moi, je reste sur ma position. C'est un canal supplémentaire. Aujourd'hui, on est sur des cercles de plus en plus concentriques de clients où les bases de données propres ne suffisent plus. Et c'est aussi un moyen d'élargir et d'aller à la rencontre d'autres communautés de clients. C'est quand même aujourd'hui dans le digital le canal qui se développe le plus. On est d'accord. Alain Keravec, est-ce qu'on va avoir une marketplace Fnac Darty bientôt? Vous avez déjà une super marketplace Fnac. Ouais. Et Darty, non? Je vous encourage déjà à aller T'en la parles voir. pas de Darty? Pourquoi? Non, je n'en parle pas. Non, pour l'instant, je n'en parle pas. Ils peuvent pas trop. Ah oui, pourquoi ils peuvent pas? Il n'y a que le nom qui va changer. Darty la Fnac, ça s'appelait Darnac, non? Darnac, non? Voilà. Bon, ça c'est la blague du jour. C'est pour rigoler. C'est la blague du jour. Très bien. J'aimerais qu'on applaudisse tous nos intervenants. Franciane Crendal, Alain Keravec, Alain Testa, Frédéric Mauss.